Kinshasa a finalement appelé à céder à un dialogue politique pour résoudre ses problèmes sécuritaires, un avis du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait beaucoup réagir au moment où l'on connaît le pays agressé par son voisin, le Rwanda. À Beni, la société civile a appelé à l'organisation de 2 jours de deuil pour pleurer les victimes des massacres de Mukonzi et Kirindera. Nous serons en ligne dans ce journal avec le responsable de la société civile de la région. 2 ans après, la Tunisie va assister à la reprise du Parlement ce lundi. Le président de la République l'avait fait dissoudre et fermer dans des conditions hors du commun. C'est 13 mars encore. Les détails sur cette cérémonie seront strictement filtrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bouclant son séjour de la délégation des Nations Unies en RDC, l'ambassadeur de la France à l'ONU a estimé dimanche devant la presse que les M23 devraient se retirer des territoires qu'il occupe, ajoutant qu'il n'y a plus à démontrer que le Rwanda soutient le M23 et que les éléments rwandais font régulièrement incursion dans la province congolaise du Nord Kivu. Pour Nicolas de Rivière, seul un dialogue pourra résoudre ce conflit. La sortie de cette crise ne peut être que politique et ne peut se faire que par des négociations. On l'écoute dans cet extrait. Les Nations Unies sont là pour aider. Il n'y a pas de solution magique, ce ne sont pas les Nations Unies qui vont régler toutes seules le problème, c'est clair. Donc il faut une négociation politique, il faut une solution sécuritaire, mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée. Des propos qui font déjà réagir dans les états-majors des partis politiques, mais aussi au sein de l'opinion publique. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Henri Désiré Nzouzi. Il est expert en politique extérieure. Bonjour, dites-nous, l'ONU renvoie la balle à Kinshasa. Comment expliquer cette indifférence du Conseil de sécurité face aux violations de droits de l'homme, de droit international par le Rwanda? Qu'est-ce que cela voudrait insinuer? Alors je vous dirais que c'est assez surprenant d'entendre ce genre de déclaration pour 2 raisons. La première, c'est que jamais Kinshasa n'a fouillé ses responsabilités en la matière, que du contraire. Et d'ailleurs, tout le combat qui a été mené au Conseil de sécurité pour faire lever les fameuses notifications ont abouti. Donc ça montre bien que Kinshasa était soucieux de trouver une solution à ce niveau-là. Maintenant, les Nations Unies et à travers elles, le Conseil de sécurité. Tout de même, cela fait plusieurs mois que le Conseil de sécurité a des rapports attestant de la responsabilité du Rwanda. Et que fait le Conseil de sécurité? Il ne prend même pas la peine de l'examiner. Alors, en matière d'irresponsabilité, je souhaiterais que l'on puisse regarder dans la bonne direction. Et je pense que c'est faire injure aux Congolais que de faire ce genre de déclaration à partir du moment où il y a bien évidemment de la part des autorités congolaises, je dirais, l'ambition, mais également les moyens qui sont mis en œuvre pour parvenir à une solution, mais ceux qui sont censés faire respecter le droit international regardent ailleurs, et ce n'est pas normal. Il faut donc que le Conseil de sécurité, et à travers elle les Nations Unies, changent de fusil d'épaule et puissent éviter de cautionner une agression que tout le monde s'accorde à reconnaître comme étant le fait du Rwanda. Alors, l'ONU préconise encore une négociation politique pour résoudre cette situation sécuritaire. À votre avis, est-ce que Kinshasa pourra fléchir cette fois-ci? Exhorter Kinshasa au dialogue, c'est tout simplement valider la thèse de non-agression. Ça veut dire que on ne reconnaît pas la présence des troupes rwandaises en RDC, on ne reconnaît pas le soutien du Rwanda au M23 et on demande au gouvernement congolais de négocier comme cela aurait été fait dans le passé avec un groupuscule. Écoutez, tout ça n'est pas très sérieux. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui est important, on l'a vu, c'est d'une part l'engagement qui a été affiché par Kinshasa, et Kinshasa n'a pas fouillé ses responsabilités en s'engageant notamment dans les 2 processus, il faut bien le rappeler, celui de Luanda, avec la feuille de route, mais aussi celui de Nairobi, pour ce qui est de réintégrer, ou en tout cas de réinsérer ces différents protagonistes dans une dynamique de dialogue. Mais appeler à un dialogue au moment où vous avez un groupe qui occupe des positions, des localités, qui commet des massacres. Je rappelle quand même que Kisheke, c'était il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il faut, à un moment donné,
revenir un peu sur terre et ne pas continuer à accabler la RDC et son gouvernement, qui ne fait qu'une chose, exercer souverainement et librement le droit à se défendre, mais un dialogue à n'importe quelle condition, c'est hors de question, parce que cela ne ferait que cautionner et valider ce que Kigali s'emploie à dire depuis plusieurs mois. À ce niveau-ci, je pense que Kinshasa devrait maintenir la pression et ne pas se laisser distraire par des déclarations qui, en réalité, montrent que certains semblent visiblement totalement hors sol et hors contexte. Honor Kivu, justement, en territoire de Béni, après les massacres des civils à Mukonzi et Kirindera, la société civile locale a décidé de décréter 2 jours de deuil pour pleurer les victimes. Nous sommes en ligne cette fois avec Janvier Kassereka. Il est rapporteur de la société civile de Béni. Bonjour, et dites-nous au sujet de ces 2 jours de deuil, pourquoi c'est vous et non pas les autorités locales qui déclarent cette situation de deuil? Nous avons décrété les 2 journées de deuil et non pas les autorités parce que en fait c'est un mécanisme pour nous de compatir avec les familles endeuillées. Donc c'est l'initiative de la société civile pour accompagner les familles, mais une occasion aussi pour la communauté, pour les membres de la société de se mettre dans un état de recueillement pour essayer de réfléchir sur la situation, recommandons ce que nous donnons comme mécanisme pour finir avec ces histoires dans la zone où nos recommandations aux autorités, c'est d'abord qu'on matérialise cette question de la formation des réservistes, comme le ministre de la Défense a annoncé, parce que ce mécanisme-là, c'est le seul moyen de constituer une résistance par rapport à cette agression, à cette menace-là. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez? Dites-nous, pour venir à bout de ces tueries et de toutes ces atrocités qui n'ont fait que trop durer. Deuxième élément, c'est qu'il faut renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Nous l'avons toujours dit. Jusqu'ici, les moyens qui sont alloués à l'armée sur le terrain, les moyens n'arrivent pas. On ne sait pas s'il y a encore un point de détournement. Les moyens n'arrivent pas. Les militaires travaillent dans des conditions inappropriées, surtout au niveau du renseignement. Rien ne marche parce que la manière dont l'ADF circule dans la région, en tout cas, les stratégies ou la possibilité ou la manière de travail de l'armée ne peut pas être en possibilité de surveiller la zone. Franchement. Et là, ils tapent toujours à côté parce qu'ils n'ont pas la possibilité de surveiller le mouvement de l'ADF dans la région. C'est pourquoi ils ont toujours des surprises. C'est dangereux et ça expose la population au même moment. La dernière chose, c'est que nous sommes en train de penser qu'avant ou en attendant ce mécanisme-là, ce travail-là, qu'on élargisse le travail de UPDF, l'opération conjointe de UPDF-RDC, parce que avec cette opération, avec l'armement, avec la logistique de UPDF, on a la possibilité d'accéder à beaucoup d'informations. Bien que c'est l'armée qui fait toujours la loi sur le terrain, mais c'est un mécanisme qui est évidemment qui est en train d'appuyer ou de nous montrer quand même ses capacités. Ce lundi, à Kinshasa, la population peine à se déplacer à la suite des difficultés de transport en commun. Les conducteurs de bus, taxibus et motos qui ont quand même osé travailler aujourd'hui attribuent cette situation à la hausse du prix de carburant et pointent du doigt les autorités du pays. Lundi 13 mars, Kinshasa s'est réveillé sous un engouement pénible dans les arrêts de transport en commun. Des milliers de personnes font la marche, le seul moyen du jour pour elles d'aller vaguer à leurs occupations habituelles. À la base, carence des véhicules causant une difficulté totale, constat fait sur l'ensemble de la ville d'après quelques Kinois. Face à cette situation, le gouvernement est pointé du doit. Réduire les prix des transports, c'est bien, mais il est indispensable de voir d'abord dans tous les paramètres. Si le gouvernement veut un nouveau prix, il doit d'abord revoir dans le secteur des carburants, parce que c'est de là que le problème vient. Les trajets des villes, Kingasani ne peut jamais être fixé à 1000 francs. Victimes du désaccord entre le gouvernement et les secteurs des transports sur la fixation du prix, les clients manifestent cependant leur indignation face à cet imprévu. C'est terrible ici. Pour arriver en ville ici, c'est un casse-tête. Moi, je viens de Lemba, je vais débourser 5000 francs pour arriver ici. Vraiment. Donc,
les transporteurs ne sont pas là. Tous les petits chauffeurs qui nous aident ne sont pas là. Maintenant, ils ont fixé, apparemment, si on a fixé les prix, c'est l'État qui fixe. Ça d'abord c'est un. Mais de deux, les revendications, il faut prendre en considération sur les chauffeurs. Si les transports sont difficiles, ça dit les carburants aussi, il faut être baissé. Parce qu'ils ont fixé les prix par rapport au carburant. Les conducteurs des bus estiment que c'est le prix du carburant qui serait à la base de cette situation et ils demandent au gouvernement de revoir en vue de trouver la zone d'accord possible. Rendons-nous au Kasaï, dans la ville de Chikapa, commune de Kanzala, où l'érosion Sokajik, célèbre pour avoir englouti plusieurs bâtisses, menace désormais un complexe scolaire et le boulevard qui mène vers l'aéroport et relie en même temps toutes les autres communes. Le silence des autorités locales inquiète notamment les élèves et les habitants du coin. La ville de Chikapa vit constamment sous menace de plusieurs têtes d'érosion. Dans la commune de Kanzala, les ravins Sokajik, célèbre pour avoir englouti des maisons, a connu une forte accélération à la suite de plusieurs pluies diluviennes qui se sont abattues sur les chefs-lieux de la province du Kasaï. La prochaine victime, c'est sûrement ces complexes scolaires, vu l'incapacité des autorités locales à stopper sa progression. Ici en image, les élèves de la Providence assistent avec grand étonnement à ce qui sera d'ici quelques heures la fin pénible de leur école de formation si rien n'est fait. Autre infrastructure qui est aussi sous menace de cette érosion, c'est le boulevard qui mène vers l'aéroport et qui relie toutes les autres communes. Un SOS est donc lancé aux autorités compétentes, tant au niveau national que provincial, afin de sauver ce qui peut l'être encore. Blanchard Mongomba était devant les femmes du district de Funa ce dimanche 12 mars. Ils ont échangé autour des droits des femmes en marge de la journée du 8 mars. Le secrétaire général du parti Nouvel Élan a profité de l'occasion pour armer le moral de toutes les femmes présentes avant de communier avec elles. C'est dans une salle remplie comme un œuf que les femmes venant de toutes les communes du district de Funa se sont réunies autour de Blanchard Mongomba avec chants et des ovations pour ces dignes fils des Funa qui est venu échanger et communier avec eux autour du mois de mars, un mois qui est consacré en grande partie aux droits des femmes. Tout a été dit sans langue des bois au cours de cette rencontre entre le secrétaire général du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Mouzito, et les femmes des Funa sur les questions politiques, sociales et quelques éclaircissements sur les processus électoraux qui pointent déjà à l'horizon. Satisfait de ces échanges, Blanchard Mongomba est revenu sur l'essentiel de cette activité. Il était question pour moi de rencontrer les mamans qui soutiennent ma lutte, mon combat politique, parce que vous savez, en tant que secrétaire général du parti Nouvel Élan, j'ai un parcours et ce parcours a été accompagné, soutenu par les mamans que vous voyez ici. Pour la plupart d'entre elles, sont des mamans maraîchères, des mamans qui se battent, et il était question que nous puissions aujourd'hui parler autour du thème, le thème qui est prévu pour le mois de la femme. Et vous avez vu, les mamans ont répondu positivement pour me dire qu'elles vont m'accompagner jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour du vote. Dans son mot de clôture, le secrétaire général du Nouvel Élan dit rester fidèle à la vision d'Adolphe Mouzito qui se bat bec et ongle pour le bien-être du peuple congolais. Ces instants ont été aussi marqués par la distribution des bassins et des calendriers à toutes les femmes présentes. Direction Mikondo, dans la commune de Kimbanseke, où la fondation Pati Moubenga est allée assister les femmes de ce quartier avec plusieurs biens pouvant les servir dans leurs multiples activités. C'était en présence du président de la dite fondation et quelques cadres de la FDC. Accompagné des membres de sa fondation, Pati Moubenga, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, était face à des centaines de femmes du quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke, district de Tchango. Occasion pour lui et la fondation de les célébrer en ces jours du 8 mars, les apportant notamment des enveloppes constituant un appui financier dans leurs multiples activités quotidiennes, d'épargne et plusieurs autres biens. Et merci à mes autorités du parti qui ont répondu à mon invitation et aussi à ma fondation avec toutes les mamans qui ont répondu à l'appel de leur président.
Aujourd'hui, c'est une journée de maman. Elle doit se prendre en charge, elle doit être dépendante d'elle. Face à ces gestes d'altruisme combien louables, quelques femmes bénéficiaires de ces dons de la Fondation Paty Moubenga se disent contentes et remercient infiniment les donateurs. Cette rencontre n'était pas qu'une occasion pour Paty Moubenga d'assister ces femmes avec tous ses biens. Il les a en outre sensibilisées sur les défis majeurs à relever en tant que femmes pour contribuer visiblement au développement de la République démocratique du Congo. Clôture de la formation en coupe-couture d'une dizaine des femmes, veuves et fimères le 11 mars dernier à Kindu, organisée par la Fondation Faustin Luanga. Ces femmes qui ont passé 12 mois de formation ont reçu leur brevet et se sont lancées dans le marché de l'entrepreneuriat. Madame Claude Amoury, membre de la Fondation, se dit satisfaite de ces résultats et appelle d'autres femmes à se joindre pour la prochaine session. La Fondation Faustin Luanga, FFL en sigle, a procédé le samedi 11 mars 2023 à la remise de machines à coudre et brevets de mérite à une vingtaine de femmes ayant suivi pendant 12 mois une formation en coupe et couture organisée par la Fondation elle-même. Le coordonnateur national de la Fondation Faustin Luanga, Georges Okanda, indique que la porte est grandement ouverte pour les autres femmes lors de prochaines sessions des formations en juillet 2023. Il appelle les femmes veuves et filles mères de Kindu à s'apprêter pour une autre opportunité. La Fondation Faustin Luanga reste dans l'encadrement de la jeunesse, la prise en charge de veuves et filles mères dans la ville de Kindu. Sentiment de satisfaction des femmes veuves et filles mères qui remercient par ailleurs la Fondation Faustin Luanga au biais de son coordonnateur. Claudine Amoury, membre de la Fondation, demande à ses mamans de garder ces machines en bon père de famille et en faire à bon usage. La cérémonie d'aujourd'hui est une preuve de plus de l'engagement sans faille de la Fondation Faustin Luanga à soutenir l'éducation et la formation professionnelle à tous. En travaillant ensemble, la Fondation Faustin Luanga dans son département genre et famille va renforcer l'intégration de la fille et mère et veuve en vue de visualiser la paire sur son évolution et son auto-prise en charge en travaillant ensemble pour révéler les défis causés par la société. Après cette cérémonie, la musique et la danse ont été au rendez-vous. Pour rappel, la Fondation Faustin Luanga ne vaut pas seulement au Maniema, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. 22 personnes sont mortes lorsqu'un bateau les transportant au large du Madagascar a chaviré alors qu'elles tentaient de se rendre sur l'île française de Mayotte, a déclaré hier l'autorité portuaire malgache. C'est cette information qui ouvre notre page internationale. Le drame est survenu au large de la côte nord-ouest de l'île entre Nosy, Fali et Ambilobe. 23 personnes ont été retrouvées vivantes. Le nombre exact des passagers n'est pas encore connu. Les opérations continuent pour retrouver d'éventuels rescapés ou victimes. Un officier de police a déclaré que la plupart des personnes sauvées avaient fui pour éviter d'être appréhendées pour avoir tenté de se rendre à Mayotte. En Tunisie, la journée marque la réouverture du Parlement 2 ans après sa fermeture par le coup de force du président Kais Saied et sa dissolution en mars en 2022. La session inaugurale du nouveau Parlement tunisien doit se dérouler ce lundi 13 mars. Peu d'informations ont filtré sur la tenue de cette première séance d'une assemblée au pouvoir très restreint qui doit élire ce même lundi son président et établir son règlement intérieur. Quant au Rwanda, le pays va accueillir le 73e congrès de la Fédération internationale de football à l'association ce 16 mars, sauf imprévu, et la RDC étant membre doit y prendre part en dépit des dénonciations de l'agression de sa partie Est par le M23 soutenue par ce pays voisin. La communauté internationale joue-t-elle aux 2 poids 2 mesures quand on se souvient de la suspension de la Russie à cause de son invasion en Ukraine? Analyse de Nathalie Yoko. Double jeu. 2 poids 2 mesures, en tout cas, toutes ces expressions passent face à l'hypocrisie de la communauté internationale dans les règlements des conflits dans le monde.
Le sport ou le football est apolitique, oui, une leçon à simuler, mais pas pratiquée à la lettre par les donneurs de ces leçons. Malgré les multiples dénonciations de la RDC, de l'agression des apartis Est par les rebelles du 1-23, soutenus par le Rwanda, comme affirment d'ailleurs les Nations Unies, fragilisant toute la région des Grands Lacs, le Rwanda bénéficie tout de même, par ses pairs, de la tenue du 73e congrès de la Fédération internationale de football, association. Un congrès au cours duquel sont contraints de prendre part les membres de la Fédération congolaise de football et les dirigeants des clubs de football de la RDC. Le football est apolitique, c'est seulement en Afrique. La question se pose au regard de l'exclusion de la Russie à la Coupe du Monde par le tribunal arbitral du sport et de ces 4 clubs aux compétitions interclubs de l'UEFA. Et ce, malgré les recours introduits par Zénith Saint-Pétersbourg, CSKA Moscou, Dynamo Moscou et Sochi, les 4 clubs russes. Face à ces maquillages de la communauté internationale, la RDC doit ouvrir l'œil et le bon. La diplomatie, les négociations, oui, mais pour quelle fin? La RDC doit seule se battre pour le retour de la paix dans sa partie Est et n'est pas compter sur ses amis ou frères, entre guillemets. Est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Kinshasa a finalement appelé à céder à un dialogue politique pour résoudre ses problèmes sécuritaires, un avis du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait beaucoup réagir au moment où l'on connaît le pays agressé par son voisin, le Rwanda. À Béni, la société civile a appelé à l'organisation de 2 jours de deuil pour pleurer les victimes des massacres de Mukonzi et Kirindera. Nous avons été en ligne dans ce journal avec le responsable de la société civile de la région. Deux ans après, la Tunisie va assister à la reprise du Parlement. Ce lundi, le président de la République l'avait fait dissoudre et fermer dans des conditions hors du commun. Ce 13 mars encore, les détails sur cette cérémonie sont strictement filtrés. Ne nous quittez pas, dans quelques secondes, la revue de presse de Benjamin Moudiata. Benjamin qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher. À la une de votre revue de presse, une seule question a taraudé les esprits des journaux ce week-end, la demande de l'ONU de dialoguer avec les rebelles pour une piste de solution avec les massacres dans l'est du pays. Bien évidemment Christopher, le journal paru lundi 13 mars à Kinshasa commente beaucoup plus les séjours que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont achevé hier dimanche en République démocratique du Congo en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Actualité.cd titre à propos Est de la RDC, une délégation de l'ONU appelle à des négociations. Ce média informe dès l'entame de son article que l'ONU a appelé dimanche à des négociations pour mettre fin aux violences qui ensanglantent de plus en plus l'Est de la RDC en terminant une visite de 3 jours dans le pays. Politico.cd pointe de son côté, agression dans l'Est, n'attendez pas de l'ONU qu'elle règle les choses de manière magique et instantanée à la place des autorités congolaises, à en croire l'ambassadeur de la France à l'ONU, Christopher Agoma, renchérit le média en ligne. Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France et co-président de cette délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, a appelé les autorités congolaises à assumer leurs responsabilités. Et dès son article titré « Fin de mission pour les conseils de sécurité de l'ONU en RDC », RFI.fr souligne que, sans langue de bois, Nicolas de Rivière, représentant de la France à l'ONU, a reconnu et condamné l'agression de la RDC par le Rwanda. Les conseils de sécurité est saisi et va continuer de traiter la question. Et d'un média à un autre, VOA Afrique, qui a titré « L'ONU appelle à des négociations dans l'Est de la RDC », revient sur les propos de Rivière dans son aspect où le représentant de l'ONU insiste que seul un dialogue pourra résoudre ces conflits. La sortie de ces conflits ne peut être que politique et ne peut pas se faire sans que nous puissions passer par des négociations, a-t-il souligné. Un autre délégué ajoute dans l'article « L'ambassadeur du Gabon à l'ONU, Michel Xavier Biang, abondé dans ces sens, estimant que la diplomatie devrait
prévaloir. L'article rajoute, Christopher, que cette visite intervient juste après l'échec d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, négocié avec la médiation de l'Angola et rompu mardi, le jour même où il devrait entrer en vigueur. Tout porte à croire, Christopher, que l'ONU n'a pas amené ne serait-ce qu'une infime partie de la solution dans la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette revue de presse avec un seul sujet à la une. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est moi qui vous remercie, Christophe. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. On se retrouve sur Télé 50 chaque fois avec le même plaisir. Vivez, revivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.